Mathieu Amalric. Bonsoir. Merci Mathieu d'être présent. Merci à toute l'équipe de Gaumont de nous avoir permis de faire cette avant-première. On peut les applaudir. Je précise que vous faites partie des privilégiés parce qu'on a refusé 400 personnes ce soir alors que la salle 1 et la salle 2 sont pleines, soit 570 spectateurs. Ça s'applaudit aussi. Ouais. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de collaborateurs, Mathieu, qui sont présents dans la salle ou dans la deuxième d'ailleurs, et je précise pour ceux qui ne connaissent pas le dispositif que le débat aura bien lieu dans cette salle, mais sera diffusé sur l'écran de la salle 2. Mathieu, on est très content que tu sois là. C'est moi qui suis très content parce que voilà, vous venez de raconter tout ce travail que vous arrivez à faire et pour que les films restent un peu sur l'écran. Pas qu'une semaine, pas que 2 semaines, c'est merveilleux et c'est un honneur d'être programmé chez vous. Et non, si. Et voilà, et vraiment, avant un film, franchement, voilà, juste, laissez-vous promener, c'est de la musique, hein, c'est juste de la musique, et voilà. Et puis, on se retrouve tout à l'heure, et il y aura effectivement des techniciens du film, il y aura vous verrez, on sera nombreux. À tout à l'heure. Merci Mathieu, à tout à l'heure. Mathieu Amalric. Alors, je vais vous raconter les règles du jeu. On va faire exceptionnellement un débat de moins de 2 heures. On va faire le dernier débat avec Robin Campillo. Parce qu'on a une petite surprise bizarre. On ne sait pas si ça va marcher, mais en fait, on a demandé à un bar de rester ouvert un peu tard. Et Mathieu propose que tous ceux qui veulent viennent boire un verre. À la station-service. À la station-service. Voilà. Donc, Rouget de Lille, 27 boulevard Rouget de Lille. Voilà, donc exceptionnellement, ça va durer 40. Moi, je vous écouterai. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Je vais raconter des trucs, ce qu'il faut, mais ce qui compte, c'est surtout, voilà. Nous, on est tout seuls, on fait des films, mais c'est pas comme au théâtre. Après, les gens, normalement, les films, ben après, on n'est pas là. Donc, c'est les seuls moments où on peut entendre comme ça des choses. Et ce qui est bien, c'est que je suis pas tout seul, il y a beaucoup de gens de l'équipe. Et alors je sais pas si... Je veux les citer maintenant. Allez, faisons ça maintenant. Est-ce qu'ils montent déjà maintenant ou est-ce que les gens veulent poser des questions Aussi. Alors je t'explique les règles ici. Oui, non mais je t'en prie, je sais pas. Non, sur l'équipe, soit on les signale maintenant et comme ça du coup on les salue tous en même temps. C'est bien de faire ça, non? Oui, enfin après c'était pour que éventuellement ils soient là si jamais les gens ont envie de poser des questions plus spécifiques. C'est parce que tu veux piéger ton monteur qui a dit qu'il ne parlerait jamais en public. C'est vrai, ouais. Mais c'est pas vrai. Donc on fait à la fin, ça? Comme vous voulez, monsieur. On va le faire à la fin. Parce que peut-être qu'on aura une visite surprise. Maintenant ça. Maintenant? Bon, écoutez, allez, c'est la fin. Roland Romanelli, qui était en salle 2. Voilà, il faut le faire venir ici. Normalement, il devrait arriver. Oh, Dylan, viens. Premier assistant à la mise en scène. Viens, Dylan. Et Dylan était réellement le premier assistant du film. Et il s'est retrouvé acteur, il n'a pas arrêté de dire qu'il ne savait pas jouer. Alors il faut venir dans la lumière. Et c'est pas vrai. Et c'est chouette parce qu'il a exactement la cigarette non allumée qu'il a pendant tout le film. Il y a également Gabrielle Anne, deuxième assistante du film Gabrielle. Et tu l'as, ben, tu viens.
Et les villes de Lille, ça s'applaudit quand même. Il y a l'ingénieur du son Olivier Mauvezin, François Gédigier qui a monté le film, Nicolas Moreau qui a monté les sons du film, et ensuite il y a aussi des musiciens qui, les pauvres, ont dû se retrouver acteurs. Vincent Perani qui joue Roland Romanelli. Voilà Vincent Perani, et voici Roland Romanelli. Il y a Fanny Imbert. Où es-tu, Fanny? Ah, voilà Fanny, qui joue Marie. Parce que Barbara aimait beaucoup les jeunes hommes, mais parfois avec les jeunes femmes. Et il y a d'autres musiciens qui se sont retrouvés acteurs. Lou Casa, qui joue Perlimpinpin à la fin. Ils font les plus belles reprises de Barbara. Voilà. Ils sont là. Il y a Dominique Mahut, qui est le vrai Mahut. C'est-à-dire que non seulement il était percussionniste de Barbara dans la vraie vie, et il est venu avec nous. C'est lui qui nous avait raconté cette histoire. Un jour, il est venu avec un camion avec plein de percussions. Voilà. Il travaille avec Higelin, avec Bernard Lavillier. Il y a quelqu'un qui nous a beaucoup aidé, qui était l'ingénieur du son de Barbara, Eric Alvernia, qu'elle appelait Tougui. Où es-tu, Eric? Est-ce qu'il est dans la salle 2? C'est possible. Non, il est là. Eric est... Il y a le directeur de post-production, ce qui, sur ce film, était un travail énorme, parce qu'on a beaucoup joué à la fois sur les sons, sur les étalonnages, sur la technique, comment la technique peut devenir un peu de la poésie. Guy Courtecuisse. Il y a quelqu'un qui est là depuis le tout début, qui est un assistant de production, Luc Antoine, qui était là depuis tout le début. C'est quelqu'un qui doit savoir tout faire, absolument tout. Il y a Christophe Offray, le vrai accessoiriste du film. Christophe, et Lionel, qui s'est retrouvé acteur dans le film, c'est le... Voilà, c'est l'assistant de Christophe. Et j'espère que j'ai oublié personne. Si j'ai oublié quelqu'un, venez. Mais je ne pense pas avoir oublié. Et voilà, et on est Christophe Bocarne, le chef opérateur, il tourne. Et Jeanne va peut-être arriver. Et voilà. Donc, on a pu fabriquer ça. Bravo à tous. Phase 2. Je pose 3-4 questions et ensuite on leur donne la parole. On ne les entendra pas seulement au bar, mais aussi dans la salle. On va commencer par une question évidemment sur l'origine du film. Et en l'occurrence, il y a un scénario qui existe avant même que tu ne t'intéresses à ce projet, qui est signé par Pierre Léon. On voit d'ailleurs lui aussi dans le film, puisqu'il joue Tournier jeune. C'est un réalisateur avec lequel Jeanne a déjà travaillé. Oui. Explique-nous un peu comment s'opère cette rencontre-là et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on te donne ce scénario au point que tu envisages de le faire et quelles sont du coup aussi les réserves que tu peux avoir sur le fait de faire un film sur Barbara. Tout le monde s'assoit parce que tout le monde sait que là, tu peux faire une réponse de 20 minutes déjà. C'est bien, c'est bien. Voilà, ce qui est important, c'est qu'une équipe soit moqueuse et du coup, on peut faire quelque chose ensemble. Pierre Léon, cinéaste très précieux pour les Happy Few, confidentiels, mais que je vous conseille d'observer, d'aller voir, a fait des films, notamment un film qui s'appelle L'Idiot, que j'aime beaucoup, où Jeanne joue dedans, et nous on l'a connu par un homme qui est mort maintenant, qui s'appelait Jean-Claude Guette,
Et c'est l'époque, si vous voulez, de Paolo Branco, enfin quand j'étais assistant chez Paolo Branco, etc. Et Pierre Léon et son compagnon, scénariste, Renaud Legrand, ont vraiment eu leur vie modifiée par Barbara. Vraiment. Je me suis inspiré d'eux pour fabriquer un peu mon personnage, voilà, qui est un peu fétichiste comme ça, et nécrophile même, on peut dire. Et Pierre, pendant 8 ans, il a essayé de faire ce film. Il y avait Jeanne, il connaissait Jeanne. J'imagine que pour des gens comme Pierre Léon et Renaud qui ont vu les concerts de Barbara, ce qui n'est pas mon cas, ni le cas de Jeanne, ben, voilà, quelque chose d'un reflet, d'une rime dans la personne de Jeanne a pu les animer, et ils ont essayé de faire ce film pendant 8 ans, pour les raisons de l'économie, du cinéma, de plein de... Et puis aussi, à un moment, ils ont passé trop de temps sur ce film, ils étaient cuits. C'est vraiment la phrase de René que le cinéma c'est comme du tir à l'arc, c'est-à-dire on bande l'arc, et puis si on reste tendu trop longtemps, ça sert à rien parce qu'on va rater la cible. Et donc il a préféré passer le relais, et il m'a dit, et si t'essayais toi? Lors d'un dîner piège, je me suis retrouvé à rentrer à la maison à 1h30 du matin, et chose qu'on fait aujourd'hui, évidemment, c'est regarder sur Internet. Et regarder Barbara. Et tu regardes sur Internet et tu te dis, je ne vois pas ce que le cinéma peut offrir de plus beau que ce que l'on voit, des archives, des débats de Discorama avec Denise Glaser, tout. Qu'est-ce que je peux faire de plus que ça? Je ne voyais pas. Et voilà, donc je suis devenu historien avec Philippe Di Folco, un écrivain avec qui j'aime bien écrire. Et on a fait la chronologie la plus complète, jour par jour, de Barbara. On a devenu fou. On a essayé d'imaginer même des choses que peut-être que quelqu'un aurait filmé des images à ce moment-là. Enfin voilà. Parce qu'on n'arrivait pas à imaginer le film. On n'arrivait pas à se rendre compte de comment faire le film. Bon, voilà. Et puis, on arrête le film, on recommence, on arrête, on recommence. Puis un jour, bon, ben, voilà, on n'invente absolument rien du tout. On mixe deux genres, le film dans le film avec le biopic. Et puis les pièges semblaient devenir moins lourds, moins dangereux. Il semblait qu'il pouvait y avoir des courants d'air. Et on a commencé à prendre plaisir à imaginer quelque chose. Et c'est là où j'ai commencé à en parler aux amis, à l'équipe. Et puis c'est comme ça que c'est venu peu à peu. Évidemment, si je me disais que ça valait le coup de continuer à chercher comment faire ce film, c'est parce qu'il y avait Jeanne au bout. C'est-à-dire, il se trouve qu'au siècle dernier, nous avons passé pas mal de notre vie tous les deux ensemble. On a fait des enfants, des films, et on n'avait pas fait de film depuis 17 ans, depuis le stade de Wimbledon, où il y avait déjà Christophe Bocard et François Gédiger, le monteur. Et c'était essayer peut-être on arriverait à inventer un espèce, enfin pas inventer, non, mais à créer un espèce de terrain de jeu où Jeanne pourrait à la fois s'amuser avec la voix de Barbara et la sienne, voilà, et essayer d'avoir des miroitements, des variations. Et puis du coup, si on suivait une actrice au travail, non seulement vous lui en voudriez pas d'essayer de ressembler à Barbara, parce qu'elle fait ce qu'elle peut. On le voit dans le film. On voit une actrice, Brigitte, qui travaille. Elle fait ce qu'elle peut. Donc on n'est pas dans le jeu des 7 ressemblances, voyez, mais on est dans la naissance des chansons. On est dans le travail avec cette femme Barbara, qui n'avait pas une connaissance, paraît-il, du solfège, mais ça, faudra le demander à Roland. Mais du coup, une connaissance comme ça, animale, qui retombait peut-être parfois sur les mêmes paysages harmoniques. Et c'est tout ce travail qu'a fait Jeanne pendant un an et demi, qui, elle, ne s'occupait absolument pas de savoir ce que nous, on faisait avec Philippe, mais plutôt a eu envie d'être possédée par Barbara, ou de la posséder, parce que ce qui était très amusant aussi, c'était la compétition qu'il pouvait y avoir entre Jeanne et Barbara. Et ce qu'elle disait, mais c'est pas normal,
me souviens, elle a dit, mais c'est toujours elle qui fait les trucs les plus intéressants. Avec les archives, par exemple. Vous voyez, des trucs comme ça. Et on jouait là-dessus, et voilà. Et puis je parle trop longtemps. Puis, voilà. Et parce que c'est l'histoire de 2 possessions, d'ailleurs sur un des post-it à un moment dans le film, puisque tu parlais de la folie du réalisateur, nécrophile, etc. Il y a une référence à Nosferatu et au vampirisme. Ah oui. Et on a l'impression que ça fait partie des mots-clés, en fait. Cette question du vampirisme et d'être vampirisé par le personnage ou le projet de film. Il y avait ça, et puis il y avait aussi, Jeanne passe par la musique, puis après par les costumes. Et on cherchait comment Barbara s'est construit des masques et un personnage. Où est-ce qu'elle serait allée chercher? Et à un moment donné, quelque chose du Berlin des années 20, je ne sais pas, quelque chose de la cape, de faire peur aux enfants, comme il disait, et de jouer sur les masques, vous voyez, des masques, et de garder comme ça cette pudeur-là, juste d'évocation de masques. Et Nosferatu pouvait en être un, comme influence de la vampe qu'elle a été. Voilà, quand on regarde des photos où elle est très jeune à Bruxelles dans les années 50, elle a 20 ans, elle a les cheveux très très longs, et il y a des photos de cahiers où on sent qu'elle va plutôt chercher du côté du cinéma des années 50, de Rita Hayworth presque. Et une de ces photos qu'on voit à la fin du film? Non, elles ne sont pas dans le film, elles sont sur le grand mur, on les voit à un moment, mais et c'est vraiment, elle est comme une... Voilà, et puis ça n'a pas dû être ce qui lui a correspondu, et puis à un moment, elle a quelque chose s'est identifié avec... Voilà, c'est pour ça qu'il y avait la cape quand elle rentre, par exemple, dans le relais routier. Ouais. Oui, il y a une deuxième référence auquel on pense beaucoup, enfin moi en tout cas, c'est un film d'Alfred Hitchcock qui s'appelle Vertigo. Parce que pour le coup, Vertigo, c'est quand même vraiment l'histoire d'un amour pour une morte, et tu parlais de ton personnage comme nécrophile, et du coup de fantasme de quelqu'un qui s'identifie à un portrait, voilà. Et avec ce jeu, comme ça, de strates temporelles. Et je sais que tu as à un moment, toi, pensé à cette référence-là. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça a pu, aussi bien à l'écriture qu'au montage avec François, t'orienter, de penser à cette référence? C'est à l'écriture. C'est à l'écriture, j'ai essayé d'inventer quelque chose sur la relation entre ce réalisateur et cette actrice. À un moment, longtemps, on s'est dit, un film est une prison. Je pense que c'est parce que j'avais du mal à accepter le fait que je ne fasse pas un film au premier degré. C'était quelque chose qui me faisait peur. Je n'avais pas envie que la forme, le Rubik's Cube prenne le devant. J'avais envie qu'on soit dans la sensualité de ces chansons qui vous arrivent immédiatement, quoi. Et pas... voilà. Et c'est tout le travail que François a fait, si vous voulez, pour que ça reste une chaloupe musicale avant d'être une chose construite. Et du coup, j'avais peur de ça, et je pense que j'avais l'idée au départ, c'est vrai que Brigitte quittait le plateau comme une prison. Et ils n'avaient plus rien à filmer. On a tourné des scènes où l'équipe était tous là, il y avait le réalisateur qui attendait l'équipe, il forçait à chanter Madame Nostalgie, qui est cette chanson étrange de Reggiani et Moustaki, de vengeance, comme ça, enfin de rancœur. Mais Vertigo, c'est vite parti, c'est-à-dire, finalement, dès le premier jour de tournage, il y avait quelque chose d'assez triste que le film soit une prison pour Brigitte. Et non, c'est devenu au contraire quelque chose de plus vaste. Donc oui, c'est resté chez Yves, c'est-à-dire de vouloir lui mettre un faux nez, de vouloir l'habiller, voilà. Okay, ouais. Il pense être l'élu. Il pense que quand il arrive un peu en brêle, elle va réagir. Que c'est la réincarnation, ou que c'est... Parce que c'est ça la foi dans le biopic, c'est la réincarnation. Ah, Jeanne Balibar.
Bon, ben, pardon, désolé, du coup j'enchaîne directement. Non, vous dites un truc dans le dossier de presse, où Mathieu ne fait pas d'entretien d'ailleurs, c'est que vous n'aviez pas exactement la même vision et le même rapport à Barbara, l'un et l'autre. Est-ce que vous pouvez développer, et entre autres cette histoire de la comparer à une figure de Marianne, je crois que c'est lui qui la voit un peu comme ça. Non, c'est moi. C'est lui, d'accord. Expliquez-nous pourquoi, quel est le rapport entre... Je ne sais pas si vous avez déjà parlé du fait que Mathieu voyait ce film un peu comme Vertigo de Hitchcock. Quel rapport voilà. C'est dingue. C'est hyper scénarisé en fait. Ça fonctionne. Oui, alors non, mais je disais ça parce que moi, ma vision était plutôt face à cette idée-là de Vertigo qui me paraît reposer sur une idée un peu mystique en même temps de faire revivre une divinité. Moi, je m'intéressais beaucoup au côté incarnation de la France, quoi. Dans l'histoire, quelque chose d'un peu historique. Je me disais que quelqu'un qui rencontre comme ça, en fait, un chanteur populaire dont la musique rencontre à ce point son pays, je me disais que c'est toujours aussi quelqu'un qui incarne un bout de l'histoire de ce pays. Et que Barbara, c'est aussi la guerre, les Juifs persécutés par les Allemands, l'après-guerre, la libération, la rive gauche, des années après le sida, Mitterrand, enfin un côté comme ça, je me disais, on devrait la faire poser pour faire Marianne dans les écoles. Vraiment. Et j'aimais bien ce côté-là aussi. Et c'était bien que nos deux visions soient concurrentes, parce que c'est ça qui fait qu'elles peuvent être concomitantes aussi. Mais depuis, j'ai eu une illumination. J'ai eu ce week-end et que depuis, je répète partout, mais c'est vrai que ça m'est apparu, ça fait que 2 jours que je répète cette illumination partout, mais ça me paraît tellement flagrant que je me suis dit, mais en fait, je vais vous dire pourquoi, parce qu'on reçoit beaucoup d'amour avec ce film. On reçoit beaucoup, je me suis dit, c'est quand même fou, depuis Cannes, on reçoit beaucoup de déclarations d'amour. Et je me suis dit, mais au fond, c'est lié au sujet du film. C'est parce que cette dame, Barbara, c'était une spécialiste de la déclaration d'amour. Et j'ai continué à rêvasser comme ça là-dessus, et je me suis dit, c'était même son métier, la déclaration d'amour. Mais vraiment, quoi. Et c'est pas le cas de tous les chanteurs, en fait. Il y a plein de chanteurs qui ont un répertoire qui couvre des... Il y a beaucoup de chansons d'amour, mais pas forcément autant ça. Et je trouve qu'il y a quelques chansons de Barbara qui sont pas comme ça, mais je dirais 99%, c'est vraiment des déclarations d'amour à quelqu'un, souvent. Ou à la vie, ou à l'Allemagne, voilà. Mais vraiment, c'est la forme, quoi, de la lettre d'amour. Et je me suis dit... au fond, elle a fait ce métier d'être l'écrivain public. L'écrivain public qu'on va voir au village et qui écrit les lettres d'amour qu'on ne sait pas écrire. Soit parce que carrément on ne sait pas écrire encore, comme au 19e siècle, soit parce qu'on ne sait pas les écrire, on n'a pas les mots pour les écrire. Et aussi les déclarations d'amour qu'on voudrait recevoir ou qu'on reçoit. Et alors je me suis dit, mais au fond, c'est un service public. Je me suis dit, cette chanteuse, elle a fait un métier de service public. Et ça me permettait de réconcilier nos deux visions. Oui. Conclusion merveilleuse. Parce que ça réconciliait à la fois la mythologie, voilà, de Mercure qui apporte les nouvelles, ou du dieu. Ou de, comme je dis parfois, on allait tous les jours sur le tournage et on ne savait pas quel jour elle viendrait. Et c'était ça qui était merveilleux dans le dispositif de Mathieu. Enfin, je ne sais pas si Roland sera d'accord, mais tout était possible et on n'était pas obligé qu'elle soit là. On n'était pas obligé de réussir à la faire venir. Et elle pouvait décider, elle, quand elle allait venir. Comme Athéna, qui vient sur le champ de bataille sous forme de nuage. Donc mon nouveau truc là, de service public réconcilie cette vision divinisante, on va dire, et ma vision marxiste du personnage qui incarne son époque et l'histoire d'un peuple en fait. Voilà. C'est vachement bien. On fera tout le temps des débats la veille de la sortie. En cas d'idée géniale de ce type. Je pose une dernière question. Ça
puisqu'on parlait de son inscription dans l'histoire, de fait, l'une des questions posées par le film, c'est à quel moment apparaissent des éléments de scénario de la vie identifiables. Et évidemment, un des biais pour les faire apparaître, c'est le texte même des chansons, qu'on écoute tout à coup autrement, et qui nous raconte des choses sur l'inceste, y compris sur le rapport à la guerre, y compris sur le rapport... Voilà. Comment tu as pensé cette inscription des chansons, et comment elle contourne d'une certaine façon l'écriture plus classique d'un biopic? Comme on a commencé au premier degré avec Philippe Di Folco, et qu'on était devenu historien, il y avait la chronologie, donc la pédagogie. Et Jeanne, c'est vrai, nous disait d'ailleurs, ce serait bien quand même, c'est chouette les biopics, quand même, on apprend des choses dans l'ordre, etc. Et par exemple, musicalement, une certaine chronologie a été respectée. C'est-à-dire quand le personnage de Brigitte demande à Yves, alors qu'est-ce que vous voulez, tout, il dit, commençons par le début. Et donc le début, c'est Fraxon. Puis après, arrive Brassens, voilà, une petite fille et le père, etc. Et puis, parce qu'elle prend 13 ans à écrire ses propres chansons. Vous voyez, donc il y avait... C'est vrai que d'un moment, très vite, les chansons ont pris en charge le récit. Et je crois que c'est quelque chose qui est resté aussi au montage, d'avoir ces mots qui prenaient en charge l'action, les amours incestueuses, qui parlent de totalement autre chose, mais pourquoi elle a tenu à ce que cette chanson s'appelle comme ça. Voilà, jusqu'à la fin, avec cette maison, elle qui s'est dit toute sa vie nomade, gitane, qui s'installe à Précy et qui laisse cette maison ouverte aux musiques contemporaines, Mahut et Jean-Louis Aubert, plein de gens. Et c'est pour ça qu'il y a Lucasa qui représente un peu ça, vous voyez, à la fin, comme une chronologie musicale. Moi, là-dessus, j'ai un petit truc à dire. En fait, je pense que il y a ce passage-là dans le film où je lui dis, vous faites un film sur Barbara ou vous faites un film sur vous, et il dit c'est la même chose. Et je crois que c'est très vrai, ça a aucune importance que les acteurs ressemblent à leurs personnages. Parce que un acteur, c'est son boulot de faire plein de personnages et on s'en fout qu'il lui ressemble ou pas. Par contre, moi je pense que tous les beaux films, c'est quand le réalisateur ressemble à son personnage principal. Et je pense que c'est vrai qu'ils se ressemblent, eux deux, beaucoup plus que moi et elle. Avec Yves? Non, avec Barbara. Non, je parle le personnage principal. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Barbara, elle a beaucoup dit qu'elle était quelqu'un qui croit. Cette petite fille, elle croit, et elle croit toujours, et elle a beaucoup dit qu'elle avait la foi, et qu'elle croyait. Et je crois qu'elle croit à la musique. Et après, je ne sais pas ce que ça veut dire, croire à la musique, mais je pense qu'elle croit vraiment à la musique. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'est trouver des choses... On ne savait pas qui c'était, Barbara, et on savait qu'on ne le saurait jamais. Mais on voulait faire des choses analogues, qui présentent une analogie. Je pense que Mathieu, il croit au cinéma, comme elle croit à la musique. Croit au cinéma d'une façon incroyable. Et du coup, je dis ça à propos de raconter la vie. Parce que moi, souvent, je lui disais, mais tu crois que les gens vont comprendre qu'elle est allée là, qu'il s'est passé ça, enfin, je sais pas, tous les détails. Devient Marie. Voilà, lui, il connaissait tous les détails. Puis il me racontait un truc hyper fumeux. On tournait une scène où c'était vaguement évoqué, où c'était une chanson qui était censée faire comprendre qu'il s'était passé ça, comme on lirait sur Wikipédia, pouf, pouf, pouf. Et il me disait oui. Et en fait, je crois que c'est vrai qu'on le comprend. On le comprend pas comme si on l'apprenait sur une fiche, mais on le ressent, j'espère, je crois. Pour nous, c'est difficile de juger parce qu'on a tellement étudié. Mais parce qu'il y croit tellement. Il croit tellement qu'on va le comprendre, et ben que finalement on le comprend. Et c'est ça, je pense qu'en fait on le ressent. Peut-être si le film, encore une fois, je ne sais pas, parce que moi je l'ai vu qu'une fois le film, et quand on l'a fait, on sait trop de choses, on ne peut pas savoir. Mais quand je réfléchis, des fois je me dis peut-être il y croit tellement, comme elle y croyait tellement, qu'il y a de l'analogie et il y a de la compréhension, quoi, du coup, peut-être.
Ben, il y avait Alain Resnais. Il y avait Alain Resnais sur la croyance dans le cinéma, qui était là. Je pensais à lui, qui venait de disparaître, et j'ai eu la chance comme ça un peu de côtoyer. Et les films, franchement, sur le papier de Resnais, mais comment c'est possible? Et le type te fait croire à des choses. Et c'est vrai que c'est souvent Resnais qui me faisait penser que oui, on peut passer d'un mode de narration à un autre et de faire un tourbillon de modes d'incarnation les plus divers possibles que le cinéma pourrait nous offrir. Et comme disait Jeanne, oui, c'est vrai, on ne savait pas quand elle allait apparaître, cette Barbara. Est-ce qu'elle allait apparaître quand Jeanne devait se cogner le faux nez et tout ce travail de maquillage qui l'emmerdait profondément? Est-ce que c'était quand elle est Brigitte chez elle et qu'elle se projette des archives de la vraie Barbara et qu'elle cherche une manière de travailler qui n'est pas du tout celle de Jeanne? Jeanne n'a pas du tout travaillé comme ça par le mimétisme, elle est rentrée par la musique. Ou est-ce que c'est tout d'un coup d'arriver à ce fameux premier degré qui était le seul auquel je voulais accéder, qui est pourquoi on aime les biopics? C'est que à la fin, elle est dans la maison, il n'y a plus de film, il n'y a plus de Brigitte, il n'y a plus rien, et on est avec Barbara dans une maison, et on est avec elle. Mais comment c'est possible? C'est Resnais qui me faisait croire que c'était possible, ça. Et voilà. Qui veut poser la première question? Bonsoir. D'abord, bravo parce que c'est... Où êtes-vous? Je suis là. Oui. Donc bravo à tous les deux et à toute l'équipe. Je ne sais pas si c'est un film sur Barbara, mais en tout cas c'est un bel hommage à la création et au cinéma, surtout un hommage au cinéma, ça c'est génial. Alors j'avais d'abord une question et puis aussi une suggestion pour vous deux qui n'a rien à voir avec le film, quoique. Alors je commence par ma question. Et c'est sur la construction du film. En fait, je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi il se termine à ce moment-là. Et pas une scène avant, ou pourquoi il n'y a pas une scène de plus, pourquoi il ne se termine pas au moment où elle chante au piano, je ne sais pas dire je t'aime. Oui. Voilà. Et ma suggestion, donc qui n'a rien à voir avec Barbara, mais puisque c'est le grand bonheur de vous voir retourner ensemble et de vous voir, vous, Mathieu, faire tourner Jeanne après le stade de Wimbledon, je me souviens de la séquence magnifique de Jeanne Balibar dans le film de Maïwenn qui pleure de ne pas faire des films d'action. Moi, je sais, je vous ai vu au théâtre, Le Soulier de Satin, 10 heures, je vous ai vu courir après des cochons, je vous ai vu dans un camion, enfin, je vous ai vu tout faire. Moi, je sais que vous pouvez tout jouer, et je sais que Mathieu peut tout filmer. Donc, est-ce que vous vous sentiriez de tourner un film d'action avec Jeanne Balibar comme héroïne? Pourquoi pas un James Bond? Ah oui, oui, oui. Allez-y, voilà. Ah oui. Oui, oui. Un anti-James Bond. Oh. Jeannette Bond. Mais du coup, j'ai oublié la première, parce que si vous nous touchez comme ça, après nous, on perd nos moyens. Et... Sur la fin du film. Oui, voilà, mais oui, pourquoi on s'arrête là? Mais c'est un peu cette histoire de premier degré dont je vous parlais. C'est-à-dire, il se trouve que ce plan, où c'est le seul plan où, en fait, Jeanne fait ce que l'on fait normalement dans les biopics, c'est-à-dire ce qu'on appelle du lip-sync, c'est-à-dire du doublage sur la voix originale de la mythologie, et elle bouge la bouche, ça ressemble. Bon, vous imaginez si Jeanne avait eu à faire ça pendant 1h30, c'est ça que je cherchais, je voulais la sortir de cette prison-là. Mais ce qui est très troublant dans cette scène, c'est que comme il y a eu énormément d'analogies, comme je dit, depuis le début, on ne sait plus, quand on voit cette scène, en fait, qui chante. Oui, mais il y a une vibration. Et notamment, j'aime beaucoup quand elle rit à la fin, là, je ne sais pas qui rit. Je ne sais pas si c'est Jeanne, je ne sais pas si c'est Brigitte. Je pense que c'est Jeanne qui joue Brigitte qui rit. Mais voilà, il y a ça. Et c'est le dernier plan qu'on a tourné lors de la première partie du tournage. On a tourné 6 semaines en tout. Et comme c'est pas beaucoup 6 semaines pour faire un film, on a préféré garder 5 jours de tournage pour après le montage. François Gédigier avait commencé à monter dès la première semaine de tournage, en décembre. Et le 23 décembre, voilà, le dernier jour de tournage,
de la première partie, c'est le dernier plan qu'on a fait. Et c'est vrai que ça puait le plan de fin. Parce que bon, quelque chose s'est passé. Comment faire après ça? Et bon, je me souviens, au montage avec François, ben, j'étais bloqué là-dessus. Mais il faut que les monteurs aient la générosité de l'objectivité, du scepticisme, de tout. Voilà, on va voir. Mais dans le scénario, et avec Dylan, et Gabriel, on avait fait des repérages, on avait cherché, il y avait cette dernière partie, ce saut de la maison à Précy, cette chose qui m'était venue de René, que j'avais, ça venait du moment où c'était Vertigo, c'est-à-dire l'actrice, elle est vraiment devenue Barbara, elle vit sa vie, elle est devenue Barbara, et le réalisateur, comme fétichiste, il reste à la porte, comme le dernier plan, et lui, il n'est pas dans le film, et elle est partie dans autre chose. Et on l'avait enlevé, on ne devait pas tourner cette dernière partie, on ne savait pas. Non, on ne savait pas, et puis c'est revenu en janvier, quoi, 10 jours, 15 jours avant, cette dernière partie, mais ça, après, si vous voulez, c'est tout un travail où, à un moment donné, un monteur peut devenir scénariste, une actrice peut devenir monteuse, tout se mélange, un accessoiriste devient poète, enfin tout, vous voyez, ça circule. Et j'aime bien cette dernière partie, j'aime beaucoup cette dernière partie. On en avait marre de Barbara à ce moment-là, vous ne pouvez pas savoir. On n'en pouvait plus. Et Jeanne, elle n'en pouvait plus. Et moi aussi. Et revenir un mois plus tard, et comme disait Jeanne, non. Et du coup, est venu ce truc, on s'est dit, mais fais plus Barbara en fait. Et si juste tu joues toi, on va inviter les copains, donc voilà, Lucasa, qui viennent, Marie Desgranges, qui est une grande amie de Jeanne, qui joue la phoniatre, et Jeanne a juste des tenues un tout petit peu plus amples. Encore un autre mode de narration qui ressemble plus au biopic, c'est-à-dire voix off, le personnage qui se souvient de son passé, vous voyez, une chose, mais vraiment comme The Hours, quoi, vous voyez, qu'on aime des choses comme ça. Et après, Mahu, ami, qui vient dans cet endroit, qui est faux, tout est faux, c'est pas précis, tout est faux. Comme dit l'assistant à un moment, la vraie ne va pas. La vraie va pas. Ça, c'était une de nos mantras. La vraie va pas. Donc, on invente quelque chose ensemble. Et puis, la fin, comment elle est venue? C'est les 5 derniers jours de tournage, c'est la macération, comme ça, le montage. Et c'est la sensation, avec François Gédigier, dans la salle de montage, d'un désir de quelque chose vers où on aimerait aller, c'est venu comme ça. On peut ajouter qu'il y a la question du spectre et du fantôme qui apparaît dans la discussion, qui boucle la boucle avec la chanson pour une absence du début. C'est vrai. Que du coup, ça renvoie aussi le film du côté du fantasme, et en l'occurrence de la disparition, puisque la dernière chanson est par ailleurs une chanson tournée vers la vie, mais dont on sent bien d'où sa force émotionnelle, que c'est la mort qui est en train de se préparer là, qui est présente par ailleurs par le rapport au sida, voilà, et que donc évidemment c'est à la fois une façon de boucler la boucle et de nous orienter quand même émotionnellement vers la fin du personnage. Oui, alors après on ne voulait pas que ça aille vers la mort, il ne fallait pas que ça ralentisse, parce qu'elle n'a pas arrêté. Elle avait plein de trucs à faire, des kilos de trucs à faire. Hein, et voilà, et donc elle fait plein de choses. Elle fait plein de choses. Et elle repart sur la route. On va faire la même chose dans 2 minutes. 2 questions. Allez, les 2 dernières. Très court, ouais. C'est qui, en fait, la femme dans le film muet? Qui est une femme... C'est Barbara. C'est Barbara à Anvers, quand elle est partie en Belgique à l'âge de 20 ans. Elle y est allée 2 fois. Et c'est des images filmées par Vinquier, qui était un de ses amis, dans ce rush filmé par Jacques Vinquier. Il y a aussi Eteri, qui est une pianiste géorgienne qu'elle a connue dans les clubs à Bruxelles, notamment.
jouait dans des clubs avec des pilotes de la Sabena, des choses comme ça, et c'est pour ça qu'il y a dans le décor des... Après, il y a plein de petits cailloux pour les barbarophiles. Hein. Partout, il y a des... Mais bon, il fallait faire un film aussi pour les gens qui ne savaient rien sur Barbara. Ça, c'était très important, ce truc pédagogique dont on parlait. Mais c'est Barbara en gitane, qui, à ce moment-là, en plus, avait épousé Claude Suisse, famille d'avocats. Bon, voilà. Mais pourquoi le mettre à ce moment-là, alors? Pourquoi le mettre à ce moment-là? Ouais. Vous savez, j'espère qu'on ne se pose pas la question, j'espère qu'on est juste... Ah non, c'est comme un ovni, ça passe en deux scènes, comme ça, comme une transition. On est dans ce moment-là, c'est dans Chapeau bas, c'est dans la chanson, au milieu de Chapeau bas. Et il y a quelque chose de l'hymne à la vie dans cette chanson. Et dans le mouvement, et puis comme on joue que sur le fait qu'on est en mensonge consenti permanent avec vous, vous savez dès la première image que c'est une actrice qui arrive à Paris pour jouer, elle n'est pas Barbara, et que dans ces moments de Chapeau bas, c'est pour ça qu'il y a le Yves qui passe avec sa caméra derrière, et qu'on est, je sais pas, nous avec François, je vous assure, c'est complètement animal, c'est vraiment de la musique, c'est monté aussi très musicalement, quoi, comme... J'aimais beaucoup ces images. Où les mettre, c'est vrai, mais là, j'espère qu'elles sont comme organiques, quoi. Comme une suite de projections, d'hologrammes, de reflets, et puis on ne croit pas que c'est elle. C'est ça, aussi. Donc, c'est qui la plus fausse ou la plus vraie? C'est ça? Enfin, je ne sais pas, voilà. Bon. Franchement, c'est des choses qu'on sent. Chapeau bas est la première chanson que Barbara ait écrite, et ces images-là sont les premières images que l'on ait de Barbara. Jean-François Fontana. On en a pas avant. C'est la première image qu'on a de Barbara, c'est un film muet qui a été tourné à Anvers, et d'après Héthéry, ce que Barbara chante à ce moment-là, mais il faudrait lire sur les lèvres, d'après Héthéry, c'est Madame Arthur qu'elle chantait à cette époque-là. C'est grâce à Jean-François Fontana qui nous a fait connaître ces images. Jean-François Fontana fait partie de ce que Barbara appelait les oiseaux. Et c'est Jean-François qui faisait toutes les biographies du temps de la vie de Barbara, parce que Barbara ne se souvenait pas de ses dates, et elle demandait à Jean-François de faire les biographies sur ses disques, de tout vérifier. Et voilà. Jean-François, tu peux venir aussi. Voilà. Et ça fait partie des gens qui... Allez, avant que les oiseaux s'envolent, la toute dernière question. Déjà, merci beaucoup. À part la musique et le montage dont vous avez parlé et qui m'ont beaucoup touché ce soir, il y a aussi l'image qui m'a beaucoup impressionné et la présence du bleu. La présence du bleu qui est, je trouve, assez présent. Et cette voiture bleue qui devait être grise et qui est bleue. Alors, ça. Pourquoi? Ça, c'est pour toi, Dylan. Pourquoi il n'y a pas la voiture? Pourquoi la voiture est bleue? Parce que je me suis trompé. Elle était grise. Elle était grise. Mais c'était que pour les intérieurs. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Et donc, on se sert de ces moments-là. Cette scène, elle n'était pas prévue. Bien sûr, Christophe Beaucam n'est pas là. C'est quelqu'un d'une sensibilité, d'une animalité, c'est tactile, c'est tactile. Et je crois que la relation comme ça entre les acteurs, et hommes ou femmes, et Christophe, et donc Jeanne, voilà, c'est quelque chose qui fait la sensualité du film. Le bleu, j'y ai pas pensé. C'est quoi le bleu? Il y a une chambre rouge. Oui, mais c'est pour ça que je dis chambre rouge, là. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur l'image? Il y a tant de choses. Se servir à la fois de la technique pour qu'elle ne se voit pas.
inventer des choses avec des miroirs, qui est venu par la déco, Quand on rentre dans cet appartement vide, il se trouve qu'il y a des sortes de petites palissades avec des miroirs. Comment faire avec des champs contre champs pour pas que ce soit juste l'image et que Jeanne au piano, mais que tout se mêle. Voilà, tout vient en fabriquant un plan, vous savez. Et c'est ça qui fait qu'on fabrique un plan tous ensemble et que quelque chose advient. Mais oui, voilà. C'est une question pour Jeanne. Je voudrais savoir, vous avez longtemps répété pour entrer dans le personnage, et comment vous vous débarrassez Barbara après? Ah, moi, je me débarrasse très vite de tout. À ce moment-là, même s'asseoir. Non, mais on va du coup peut-être raconter un petit peu comment vous êtes entré dans le personnage. Demander quel travail spécifique ce rôle-là, et quel rapport vous aviez, vous, à Barbara, le projet du temps de Pierre-Léon? Qu'est-ce que j'avais quoi? Comme rapport à Barbara, Ah, au moment où Pierre-Léon a commencé à penser le projet. oh bah écoutez, c'est très simple. J'avais un disque quand j'étais petite, quand j'avais 8 ans, un 45 tours, le 45 tours de Nantes. Dis quand reviendras-tu? Je sais pas comment ce disque m'a fait l'amitié d'arriver dans ma chambre. Il y a des trucs comme ça qui vous font l'amitié d'arriver. Patti Smith, quelques années après. Des trucs qui tombent dans votre chambre par hasard, on ne sait pas d'où ça sort, quoi. Puis après, voilà. Donc j'ai beaucoup étudié, écouté ce disque. Puis après, plus tard, vers 17-18 ans, j'avais un groupe de copines et on écoutait ça beaucoup, et ça nous servait à comprendre comment rentrer dans notre vie de femme, tout simplement, je pense. Et puis, entre 8 et 17-18, je n'avais plus tellement écouté, à vrai dire. C'était plutôt ABBA. Ou, enfin voilà quoi, c'est passé ailleurs. Et après, 17-18... Il y a toutes les lettres de Barbara dans ABBA, enfin c'est quand même pas rien, quoi. Ouais, c'est vrai. C'était peut-être manipulé, en fait. Mais après ça, plus non plus, tellement, sauf que j'y faisais retour parfois dans des moments particuliers de la vie. Je trouve que les grands artistes, c'est des amis, quoi, c'est des vrais amis. Un jour, ils débarquent dans votre chambre, ou un jour, ils débarquent dans la télé, quand vous êtes devant, et puis après, on peut compter sur eux, quoi, toute la vie. Donc, c'était plutôt ça, mon rapport. Et alors, quand on a commencé à travailler sur le film de Mathieu, parce que pour Pierre, j'avais pas du tout travaillé, parce que moi, je travaille pas quand c'est pas nécessaire. Parce que je me méfie que des fois j'aurais peut-être travaillé pour rien. C'est un truc qui arrive dans le cinéma, on croit qu'il y a un truc qui va se faire, et puis au bout du compte, ça se fait pas. Alors après on reste avec tout ce travail qui marine, c'est malsain. Donc j'ai commencé à travailler seulement quand il y a eu une vraie production. Et alors là, faire quoi? Parce que lui, il se chargeait de toute la partie encyclopédique et tout ça. Et ça me barbait un peu, ce côté-là. Et donc, je me suis dit, je vais plutôt essayer de rentrer par la musique. Alors là, il y a eu 3 héros qui sont David Nerman qui m'a appris les accords des chansons et qui a fait les arrangements. Vincent Leterme qui m'a donné des cours de piano et qui m'a aussi entraîné du côté de ce qu'elle entendait dans la musique qu'elle jouait. C'est-à-dire, par exemple, dans Je ne sais pas dire je t'aime, cette sixte... c'est Norma, par exemple, c'est le début de Norma, ou c'est Traviata. Qu'est-ce qu'on peut entendre d'autre comme musique que j'aurais déjà aussi en moi, ou qu'on aurait tous en nous? Quel jardin sensible musicaux on entend aussi, même sans le savoir, dans les chansons qu'elle a écrites, quoi. Et il y avait aussi un autre truc qui nous intéressait énormément, c'était toute la musique qu'elle n'a pas faite. Par exemple, elle est quand même contemporaine des Beach Boys, des Clash,
je sais pas moi, du Velvet. Pourquoi c'est pas la même musique? Pourquoi c'est contemporain et Dieu sait qu'on a été tous submergés par le rock, tout ça. Et c'est très intéressant pour une actrice de se poser cette question-là. Parce qu'en me posant cette question, je me suis aperçue que la musique anglo-saxonne, pour aller vite, c'est un art assez minimaliste en fait. Il y a peu d'accords, peu de mots. She loves you, yeah, 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 bon, voilà. Et tout d'un coup, j'avais là une bonne femme qu'il fallait que j'interprète, qu'il estimait nécessaire de changer d'accord tout le temps, et de demi-ton en demi-ton, et il fallait en apprendre 492, atrocement compliqué, qu'on apprend peut-être très bien à 6 ans, mais à 48 ans, avec beaucoup moins de neurones. Et donc, ça m'apprenait des choses sur elle aussi, sur cette complexité du personnage là, du coup, vraiment comme actrice, quoi. Et donc, ils ont été héroïques parce qu'ils ont essayé de me faire entendre, apprendre, comprendre ça. Et pour eux qui sont des vrais musiciens, je vous assure que c'était un cauchemar. Et il y avait aussi Françoise Rondeleux, druide vocale, qui, elle, finalement, s'attachait surtout à faire en sorte que je dise toujours les paroles en mon nom. Et ça m'a fait découvrir aussi beaucoup de choses. Parce que si je dis moi, je ne sais pas dire je t'aime, faut que je trouve dans quelles circonstances moi je dirais ça. J'ai dit tant de fois. Vous voyez, il fallait que ce soit vraiment moi qui parle. Ou j'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville au loin perdu où j'avais passé mon enfance. De quelle ville il s'agit? Il ne peut pas s'agir de la sienne, il faut que ce soit la mienne, il faut que ce soit mon enfance à moi. Parce que sinon, c'est pas juste. Et donc, c'est important en musique. Et ça aussi, ça m'a fait découvrir des choses. Par exemple, qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas dire sans que moi, je ne pouvais pas dire sans avoir horriblement envie de chialer, mais tellement que c'était pas plus possible du tout de chanter. Et je me fiche complètement de savoir si c'est vrai, mais ça m'a permis de trouver des choses, par exemple, sur le débit. Pour parler aussi vite qu'elle, pour avoir ce débit et que ça ne soit pas précipité, il fallait vraiment que ce soit comme Lucky Luke, tirer avant son ombre, parler avant les sanglots, quoi. Plus vite que le sanglot. Donc c'était des choses qui me faisaient rentrer dans ma manière de l'inventer, sinon dans ma manière de l'incarner. Et là, une chose aussi qui m'a vraiment aidée, c'est le ras-le-bol. Parce que chaque fois que j'en avais marre d'elle, et Dieu sait qu'on en a eu marre, parce que Dieu sait qu'elle est envahissante et étouffante, etc., je regardais Nina Simone. Parce que je me disais, Nina Simone, c'est la même époque, c'est une femme piano qui chante, pareil, et c'est le contraire. Et ça, c'était très très utile pour mettre du jeu, quoi. Et mettre du jeu, c'est vachement important parce que ça permet de ne pas être impressionné. Ça permet de faire rebondir le personnage comme Chaplin fait rebondir le globe. Et aussi, ça permet d'avoir plus de possibilités de jeu quand on est sur le plateau. Je ne sais pas du tout ce que vous m'avez posé comme question. Non, mais c'était pas... En fait, voilà. Et même que le générique joue à... Il y a un autre technicien qui vient d'arriver, Stéphane Thiebaud, mixeur du film. Bravo. On terminera donc sur un pari. Moi, je pense que sur scène, il y a au moins 7 ou 8 des prochains Césars. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci, Merci Jeanne Dalida. Et nous, au bar.